votre fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. La prise de parole du colonel Assimi Goïta face aux légitimités traditionnelles et à la société civile, c'est le sujet qui va essentiellement occuper nos regards ce soir pour en tout cas commenter cette prise de parole du colonel Assimi Goïta. Nous avons monsieur Abdallah Yatara, il est du parti Yelema. Monsieur Yatara, merci d'être sur ce plateau. Merci Sylvie, merci pour l'invitation. Un clin d'œil à tous mes collaborateurs et puis salut aux téléspectateurs de Nouveau TV. Deuxième invité, nous avons monsieur Moussa Tembeli, il est secrétaire général du parti CDP Malikoura. Monsieur Tembeli, merci de découvrir le plateau de Regard Croisé. Merci beaucoup Barou, merci pour l'invitation. Je profite pour saluer mes co-débatteurs et je souhaite bonne fête à toutes les composantes de l'armée malienne. Troisième invité, monsieur Mohamed Alamine Diko. Il est secrétaire politique du RDS, Rassemblement pour le développement et la solidarité, n'est-ce pas? Monsieur Diko, merci d'être là. Merci à vous, monsieur Sidibé, pour votre invitation. Je salue tout Renouveau, tous les téléspectateurs, mes co-débatteurs. J'en profite pour souhaiter une heureuse et bonne fête de l'armée à toute l'armée malienne et tous ses composants et toutes ses composantes. L'armée qui est le bras armé de la République, une armée républicaine. Et je souhaite également bonne chance à l'équipe des Aigles du Mali qui joue ce soir. Ah oui. Avant, donc, qui a même joué déjà, Oui. Qui a déjà joué. Un match. Et ce soir, nous jouons contre la Tunisie et nous allons gagner contre la Tunisie. D'accord. Avant donc d'ouvrir les débats sur cette sortie du colonel Assimi Goïta face aux légitimités traditionnelles et à la société civile, nous apprenons que le leader du parti, c'est-à-dire Dr Omar Mariko, a également pris la parole depuis son lieu d'exil en Côte d'Ivoire, qu'il aurait quand même donné il aurait fait certaines déclarations contre la marche de la transition et également tendu sa main à la SEMA. Donc, M. Yatara, quel regard vous portez déjà sur le contenu et l'opportunité de cette sortie du docteur Omar Mariko? Docteur Omar Mariko reste égal toujours à lui-même. Et cette déclaration depuis son exil de la Côte d'Ivoire reste toujours en droite ligne de ce qu'il a pensé, même quand il était député à l'Assemblée nationale aussi, il n'a jamais épargné le pouvoir en place pendant ces 2 ou 3 législatures. Et je crois que c'était un éternel opposant. Et je suis sûr de tout cœur qu'il puisse revenir à de meilleures raisons, que les autorités aussi puissent le comprendre et qu'à l'image de Omar Mariko, tous ceux qui sont à l'exil aujourd'hui puissent retourner au Mali. C'est mon plus grand vœu. J'ai terminé. Oui. Bon, déjà, moi, je dirais que je l'invite déjà à venir au Mali parce que, en tant qu'homme politique, en tant que leader d'un parti, nous sommes tous des Maliens. Sauf qu'il n'est pas sorti par gaieté de cœur. Oui, mais il faut revenir. Je pense qu'il faut revenir et faire face à ses responsabilités. Et en ce moment-là, on peut en débattre. Mais bon, à partir de la Côte d'Ivoire, faire des déclarations sur ce qui se passe au Mali, moi, je trouve que ça, c'est peut-être un regard un peu décalé. Voilà, décalé de la situation. Donc je préfère ne pas trop m'aventurer sur ce sujet. Mais moi, la première chose que je vais lui demander, c'est de venir au Mali et puis après on verra ce qui va se passer. D'accord. C'est mieux. Diko? Oui, la sortie est inopportune, en mon sens. Le parti SADI est un parti ami du RDS depuis très longue date. Dans cette configuration des choses, surtout en sachant que le SADI fait l'objet d'une procédure judiciaire, la sortie peut être retenue comme très provocatrice, on va dire. Je pense que ce n'était pas le moment. Je pense qu'il aurait pu avoir un discours beaucoup plus apaisé. Il ne l'a pas eu. C'est les paroles du docteur Omar Mariko, ce ne sont pas celles de Mohamed Alamine Diko. J'avoue qu'à sa place, je n'aurais pas fait de la même manière et j'aurais attendu peut-être un autre moment. Pour moi, ce n'était ni le moment ni la manière, vu que le parti est déjà judiciairement inquiété. Ok. Monsieur Yadra, dans le message quand même, on a entendu Mariko à la limite dédouaner, si vous voulez, détacher la SEMA de tout projet terroriste déjà.
Oui, c'est la CEMA Alors que le c'est pas le gouvernement canal de la CEMA qualifie autrement. oui, c'est pas le canal de la CEMA qu'il a pu sortir. Donc, c'est de bonne guerre qu'il puisse dédouaner la CEMA par rapport à l'esprit terroriste. Mais j'ai dit très honnêtement qu'avoir fait face à ce qu'eux-mêmes ont appelé la dictature de Moussa Traoré, et puis s'enfuir sous la démocratie, c'est quand même paradoxal. Et je trouve très honnêtement qu'il doit faire face ici à ses responsabilités historiques. Et lui qui est un partisan de l'avènement de la démocratie, il doit pouvoir bénéficier des avantages de la démocratie. Il a devoir de recours ici, qu'il vienne s'expliquer devant le peuple ce qu'on lui reproche, et puis la justice tranchera s'il n'est pas fautif. Plusieurs personnes à l'époque ont été mis sous mandat de dépôt, mais après qui ont été relâchés soit à la première ou en deuxième instance. Je crois que le pouvoir, c'est pas la justice, c'est deux choses différentes. Et s'il est d'accord avec lui-même, s'il est d'accord aussi avec que le Mali est un pays démocratique, moi je l'invite à venir au pays, s'expliquer devant le peuple malien, et puis la justice tranchera. Est-ce qu'on ne peut pas expliquer aussi cette sortie de Marico, du docteur Marico, avec cette procédure de dissolution contre son parti, le parti Sadi? Bon, c'est pourquoi je dis tout le temps que, en fait, il est envahi par ce qu'on appelle un esprit revanchard, parce que moi, je ne peux faire la lecture que sous cet angle-là, parce que voir la procédure judiciaire qui est enclenchée aujourd'hui contre son parti, et ensuite, en tout cas, faire le tour, n'est-ce pas, de ses sorties, de ses différentes déclarations, on fait tout de suite le lien. Mais bon, moi, je voudrais que le parti Sadi fasse une déclaration, que les gens se dissocient de ces déclarations-là, parce que là, ça ne concorde pas du tout, ça ne colle pas avec l'ossature, la nomenclature même de Sadi. Moi, personnellement, j'ai été déçu par ces déclarations parce que de par justement son niveau et voilà donc son expérience en matière politique, voir que lui il se permet de faire des déclarations comme ça à partir de l'extérieur, quelqu'un qui a été là pendant la dictature de Moussa Traoré, comme mon aîné vient de le dire, et qui se permet de sortir aujourd'hui pour... déjà, il faut revenir au Mali pour faire face à ses responsabilités. C'est ça un vrai leader. Quand il y a un problème, on vient, on s'explique. Si vous avez une part de responsabilité, le peuple va vous juger. Nous avons une justice dans notre pays, comme il l'a dit. Il y a des instruments de démocratie chez nous. Donc, aller en Côte d'Ivoire ou je ne sais pas, à Paris, dans les cafés, raconter justement des choses sur notre pays, je crois que c'est vraiment décevant et ça va le rattraper. Ça, c'est sûr. Monsieur Diko, le Oui. parti doit prendre ses distances de son leader. Je dois avouer que je ne sais pas quelles sont les dispositions que la justice a instruites au parti Sadi, parce qu'en début de mois de janvier, ils sont passés au tribunal. Je crois qu'ils ont été renvoyés au mois de février. Il est fort possible que dans ce cas de procédure judiciaire, la justice leur demande de ne pas être visible, de ne pas se mettre en avant. Donc peut-être que c'est ça qui justifierait le silence assourdissant du Sadi. Maintenant, je vous dis, la chose, pour moi, c'est vraiment inopportun. S'exprimer sur un média interdit par le Mali, à un moment où votre parti fait l'objet d'une procédure judiciaire de liquidation, à un moment où vous tendez la main à des personnes qu'on considère comme terroristes et ennemis du Mali, à un moment où, pendant l'interview, le journaliste vous pousse même à appeler au coup de force contre les autorités. Il a essayé d'esquiver la chose. Bon, il a quand même appelé, on va dire, au soulèvement. C'est des choses très inopportunes et très provocatrices. C'est-à-dire, on dirait qu'il cherche la liquidation du Sadi. J'espère que la justice pourra faire la part des choses entre l'homme et la structure, et qu'il y a beaucoup de personnes au sein de Sadi qui sont convaincues de certaines choses. Moi, j'invite la justice et les autorités à faire ça, à regarder ça avec beaucoup de sang-froid et de retenue. Et j'invite également le docteur Marico, qui est un fils du Mali, à prendre les choses et on va dire à mettre un peu d'eau dans son yamankoudi. Allez-y, Bon, allez-y. pour terminer, à l'instar de Omar Moroko, j'ai dit que tous ceux qui aspirent à la haute fonction de ces pays-là et qui sont à l'extérieur doivent avoir le courage de faire face à la justice. On ne peut pas prétendre diriger un pays et puis fuir devant la justice. C'est pas normal. Les acteurs du mouvement démocratique en 91, pratiquement 90% ont tous fait la prison ici. Mais après l'histoire leur a donné raison. J'ai dit tout simplement,
Ousmane Sonko au Sénégal, il a de tout le temps utilisé la rue pour ne pas faire face à la justice. Mais aujourd'hui, il a fait face à la justice. Et la justice est en train de lui donner raison. Et je crois que c'est le passage obligé. Quand la justice a besoin de toi et qu'on aspire aux hautes fonctions dans un pays, il faut avoir le courage de faire face à la justice. À la faveur de sa présentation de vœux de nouvel an aux légitimités traditionnelles et à la société civile, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a profité du cadre pour revenir sur certains grands dossiers qui occupent l'actualité, parmi lesquels les dossiers de l'EDM, l'application de la loi sur la cybercriminalité. Il est aussi revenu sur les conditions de son installation à la tête de la transition. C'était au cours de cette semaine, monsieur Tembeli, votre regard sur ce discours tenu par le colonel Assimi Goïta en Bambara. D'accord, donc à l'entame, je dirais que j'ai été plus ou moins émerveillé par cette sortie du président, du colonel Assimi Goïta. À un moment donné, moi je me posais même des questions, je me disais mais pourquoi de temps à autre le président de la transition ne sort pas pour dire aux Maliens ce qui se passe réellement au pays. Parce qu'on a constaté que tout le temps, c'est des émissaires qui bon, c'est vrai qu'il y a des membres, n'est-ce pas, du gouvernement et de temps à autre du CNT qui sortent pour faire des déclarations ça et là sur ce qui se passe actuellement au pays. Mais je me disais qu'en tant que premier responsable, il serait peut-être judicieux qu'il sorte pour faire des déclarations sur les sujets brûlants. Et donc, je crois que sa sortie a été une occasion pour éplucher, pour toucher un peu aux différents problèmes, n'est-ce pas, qui touchent aujourd'hui notre pays, qui font que nous n'arrivons pas justement à avancer correctement. Et parmi les dossiers brûlants, il a touché justement à la corruption, il a parlé justement de la crise sécuritaire, il a parlé, n'est-ce pas, du rassemblement des forces vives de la nation autour, n'est-ce pas, justement des autorités de la transition. Il a fait beaucoup de déclarations, mais il s'est surtout appesanti sur la corruption qui gangrène justement le système au Mali. Parce qu'en réalité, le véritable problème du Mali, c'est la corruption. Donc il a beaucoup insisté sur ça parce que les Maliens ont réclamé justice par rapport à tout ce qui a été fait par le passé. Et je crois que moi également, je le dis, à travers mon parti, nous avons fait une déclaration la semaine courant cette semaine pour dire qu'il faut laisser la justice faire son travail. Je crois qu'il est allé dans ce même sens-là. Parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. À un moment donné, si des fautes ont été commises, il faut que les gens laissent la justice faire son travail pour que la bonne marche justement de cette transition puisse se faire. Parce que l'erreur que les gens sont en train de commettre, c'est qu'il faut impérativement qu'on accompagne cette transition pour que nous puissions passer à autre chose. C'est-à-dire c'est un passage obligé, comme on le dit dans notre jargon. Donc voilà, c'est comme ça que moi je vois la chose. D'accord. Diko, quel regard vous portez déjà sur cette sortie du colonel Assimi Goïta? Je tiens, et par ma voix, le RDS également, à saluer le courage du président Assimi Goïta de s'être prêté à cet exercice-là. Parce pendant les 1 heure et quelques, je crois que son adresse a duré 1h05. Oui. On sent que il se prête à l'exercice, on va dire, de politicien sans être un homme politique, avec toutes les difficultés qu'un militaire de carrière peut avoir à s'adresser, à tenter d'être un tribun. Il a essayé. Nous pouvons dire que l'exercice est réussi. Nous, de notre côté, nous avons apprécié cet exercice-là. Il a touché à 13 thèmes, aussi variés, allant de la sécurité, exactement comme l'a dit Tembeli, à la lutte contre la corruption, à l'indépendance de la justice. Il nous a parlé du terrorisme, il nous a parlé des leviers de chantage utilisés par l'aide à la coopération des grandes nations. Il nous a parlé des différentes pressions exercées. C'était réellement une adresse faite aux autorités traditionnelles et aux leaders religieux. Il nous a parlé de la loi de la cybercriminalité. Et il s'est essayé à l'exercice. Je dois avouer que j'ai retenu 4 grands discours faits par Alpha Oumar Konaré, Amadou Toumani Touré, Ibrahim Boubacar Keïta, qui avait appelé en vain le peuple malien à l'aide et qui n'avait pas été entendu. Et ce n'est pas réellement un discours, c'est une adresse. C'était attendu, celle de Assimi Goïta de ce début d'année. J'ai trouvé que l'exercice était fait avec difficulté parce que ce n'est pas
on va dire, son habitude ni son élément. Selon lui-même, un poisson cabriole dans l'eau, mais sur la berge, il n'est plus un poisson. Là, il nous a montré qu'il n'était peut-être pas un homme politique, mais qu'il essayait d'adopter toute son ampleur de politicien. Cette métaphore s'adressait quand même aux leaders religieux. Aux leaders religieux, et une métaphore, on va dire en général, en disant à chacun que il a son domaine de prédilection et d'expertise, et qu'en dehors de ce domaine-là, bon, il faut peut-être prendre les choses avec retenue et s'exprimer avec retenue. C'était concernant la loi contre la cybercriminalité, si je ne me trompe pas. Oui. Monsieur Yatara. Oui, moi, je vais d'abord commencer par féliciter le président Simon Goïta pour cet exercice. En fait, c'était lors de présentation des vœux aux forces vives de la nation. Moi, je dissèque en deux parties. Il y a le discours, mais aussi l'esprit du discours. L'esprit du discours, à mon avis, était plus important que le discours lui-même. Et l'esprit du discours, à mon avis, s'articule autour de trois points essentiels. Le premier point, c'est qu'il a profité de ça pour affirmer son leadership. Dans l'imaginaire populaire, on dit que ce pouvoir est détenu par les cinq colonels. Toute grande décision se prend à l'unanimité des cinq colonels, on se consulte entre eux. Mais en réalité, quand on analyse bien entre les lignes, on sent que toutes les grandes décisions, c'est lui. Parce que il l'a employé plusieurs fois. Et par plusieurs fois, il dit les grands dossiers, mon cabinet. Rarement, il a dit mon cabinet et le gouvernement. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a qu'un seul commandant dans le bateau Mali, c'est le colonel Assimi Goïta. Le deuxième esprit, c'est qu'il a profité pour un peu distinguer le profil du futur président de la République. Parce qu'il a dit en ces termes, on ne peut plus reculer en arrière. Donc ça veut dire que tout ce qui est acquis ne doit plus être remis en cause. Il a ensuite ajouté que le nouveau président doit en fait avoir un leadership fort. Il a dit, entre Bambara, permettez-moi, ni Yereke Namoula Sowe à Tébé. Donc en réalité, il a profité de cette occasion pour un peu distinguer, pour un peu l'étudier. Pour faire le portrait robot du futur président. Est-ce que ce robot ressemble à... Je ne pas ça peut être lui, ça peut être une autre personne. Mais je crois dans son discours, comme il a dit, le portrait robot du futur président, il l'a dit. Le troisième esprit que j'ai tiré de ce discours, c'est que la durée de la transition est déjà fixée. Il a dit en 2 points. La mission n'est pas terminée. Il faut encore reconquérir Tamanrasset, 7, il faut Abbé Bera et toutes les villes qui sont à la frontière algérienne. Ça veut dire qu'il a dit que sa mission n'est pas terminée. Deuxièmement, il dit que le levier géopolitique en ce qui concerne le terrorisme, même si un nouveau président de la République est élu, tant qu'on n'éradique pas totalement le terrorisme, ça veut dire que ce sera un perpétuel recommencement. Donc sa mission va aller non seulement jusqu'à la frontière algérienne, mais aussi sa mission va consister aussi à éradiquer complètement le terrorisme. Ça veut dire ce que ça veut dire par rapport à la durée de la transition. Donc moi je vois l'esprit du discours plutôt que le discours. Mais comme on l'a dit, dans le discours, c'est un peu ce qu'on attendait. L'EDM, la sécurité, la cybercriminalité, l'appropriation du processus de paix, ainsi de suite. Je crois que je le classe en 6 axes. Je crois qu'on y reviendra. D'accord. Monsieur Tembele, beaucoup disent que ce discours aussi était empreint de beaucoup de révélations. Est-ce qu'il y a des révélations? On a eu droit à des révélations? Effectivement, il y a eu beaucoup de révélations. Moi, j'ai toujours dit que franchement, c'est un discours qu'on n'a pas l'habitude de voir de la part d'un chef d'État. D'entendre. Et voilà, d'entendre quoi. Donc, je crois qu'il est allé dans ce sens-là. Il a parlé avec son cœur et ça a amené peut-être beaucoup de Maliens à comprendre les problèmes du Mali. Parce qu'en fait, pour traiter un problème, même quand on va chez un médecin, il cherche d'abord à diagnostiquer la maladie. Et il faut connaître les causes de nos problèmes. Maintenant, quand on connaît les causes, ça peut nous permettre éventuellement de trouver des solutions. Il a parlé des difficultés auxquelles le Mali est confronté aujourd'hui. Parce que beaucoup de Maliens ne savent pas. Et c'est ce que les gens doivent faire, même les leaders politiques. On doit aller dans ce sens-là. Informer les Maliens. Essayer de faire une sorte de rééducation. Parce que quand un peuple informé est un peuple qui peut apporter des solutions. Parce que les gens peuvent réfléchir et faire des propositions. Et je crois que les révélations qui ont été faites, parce qu'il a, par exemple, certains disent que ça n'était pas opportun. Il a parlé, par exemple, de la pression que certaines puissances essayaient de mettre sur les gens pour que
pour désigner un président de la transition. Mais le Mali est un pays souverain, le Mali est un pays indépendant. Ce n'est pas à d'autres de venir justement nous faire des propositions par rapport à ces choses-là. Donc il faut que les Maliens comprennent que ce discours aussi va dans le sens de dire aux Maliens de prendre leurs responsabilités, de comprendre que nous ne sommes pas rien. Nous sommes quelque chose, nous avons tout, nous avons de la valeur, nous avons des potentialités énormes. Comme je l'ai toujours dit, le Mali a une population jeune, nous avons justement des terres cultivables, nous avons le sous-sol malien est très riche. On n'a pas besoin forcément de passer par ces gens-là, on n'a pas besoin de passer par les autres pour réussir. Nous avons tout ce qu'il faut justement pour amorcer notre développement. Et je crois que ce discours-là, c'était pour galvaniser la troupe, c'était pour dire aux Maliens, mettez-vous au travail, ne pensez pas que la chose va être facile. Il faut savoir que nous avons des ennemis et ces ennemis ne vont pas nous lâcher. Ils sont là aux aguets. Faites en sorte justement qu'ils ne puissent pas réussir leur coup. D'accord. C'est ce qu'on peut voir derrière ce discours. Sur la lutte contre l'impunité, par exemple, le fait de dire que le président a déclaré que sa propre nièce a été inquiétée par cette loi contre la cybercriminalité. Quel message a voulu lancer à travers cet exemple précis? Un très bon message, mais permettez-moi juste de prendre 20 secondes pour revenir sur 2-3 choses qui ont été abordées par mes co-débatteurs. Ouais. Il faut voir dans ce discours-là, déjà il y a la langue utilisée. La langue utilisée, Bambara, et pas français, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que la population cible était la majorité des Bambara, des Maliens qui comprennent Bambara. Et ce n'était pas l'extérieur du Mali. C'était ça la cible de son allocution et de son adresse. C'est-à-dire que ce n'est pas un discours, une adresse, on va dire, d'ampleur internationale. C'était d'ampleur nationale et c'était fait pour être compris par la base et rien que la base. Pas l'intelligentsia, pas la classe dirigeante, pas l'élite. C'est la base et rien que la base. Donc déjà là, ça montre qu'il s'appuie sur cette base-là et pour lui, c'est cette base-là qui a de l'importance. C'est un premier message, on va dire, implicite dans la chose, dans la communication. La seconde chose qui est très, on va dire, significative, c'est qu'il a parlé de tout son discours sans à aucun moment, ou très peu, parler de l'action concrète du Premier ministre, de la primature et des équipes gouvernementales. À chaque fois, il a mis en avant ses actions et celles de son cabinet. Et toujours en retrait, celle justement du gouvernement. Un autre point négatif qui pour moi, j'aurais attendu, et nous attendons toujours quelque chose sur ça, quand il parlait du redécoupage administratif, dans le redécoupage administratif, nous avons vu une très grande faiblesse qui est le cercle de Gourmar-Arous qui n'a pas été érigé en région. Plaidoyer pour l'AES. Plaidoyer pour le cercle de Gourmar-Arous qui aurait été la région de Gourmar-Arous et qui aurait été le cœur vibrant de la nouvelle confédération de l'AES. Ensuite, il était extrêmement attendu sur le dossier de l'EDM qu'il a évité le 22 septembre 2023. Il n'a pas du tout abordé ce dossier-là à son allocution à la nation. Là, il s'est attaqué de plein front à la chose. Et la chose qui nous a énormément plu, c'est qu'il a reconnu la responsabilité sa responsabilité et la responsabilité de ses équipes. En disant bien sûr que le problème était là depuis longtemps, mais c'est eux qui ont la main à la pâte. Donc la responsabilité leur revient de gérer la chose à court terme et d'avoir une vision à long terme. Nous avons énormément apprécié ça parce que pour nous, déjà, reconnaître un problème et le solutionner déjà à moitié. Donc s'il reconnaît sa responsabilité, la responsabilité de ses équipes sur ça, nous l'applaudissons. La révélation qu'il a faite par rapport au salaire des ministres, oui, c'était... Moi, j'avoue qu'à ce moment-là, je me suis dit, bon, vraiment, Président, vous dites quelque chose de très fort. Ça fait 2 ans que vos ministres sont en fonction et qu'ils n'ont pas leur salaire entier. Nous n'étions pas au courant. Et chaque jour, nous sortons à dire que les ministres doivent réduire leur train de vie. C'est très surprenant puisqu'on voit que dans le budget, la présidence, comme le CNT, comme la primature ont augmenté leur budget. Si les ministres touchent moins, c'est tant mieux et ça donne un sentiment d'empathie avec la population malienne qui, elle, souffre. Pour revenir à votre question, par rapport à
Ce À qu'il la a fait, nièce la du justice, président. c'est la nièce du président qui a été inquiétée pour des messages qu'elle a partagés sur les réseaux sociaux. Je suppose que ça doit être WhatsApp ou Signal ou Telegram. C'est un message adressé à tout le reste de la population, que personne ne se croit au-dessus de cette loi contre la cybercriminalité. C'est-à-dire que si lui-même, un membre de sa famille, a été inquiété, il ne va pas se mêler ou intercéder auprès de la justice pour quelqu'un d'autre, puisqu'il ne l'a pas fait pour sa famille. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, à bon entendeur, salut pour tous ceux qui vont échanger, partager, qu'on revienne à nos véritables valeurs, c'est-à-dire on échange et on partage dans le respect, dans la tolérance, dans l'écoute de l'autre. L'échange, c'est cela. Pas dans le, on va dire, l'agressivité, pas dans la coercition, pas en train d'essayer d'impressionner un autre, pas en train d'indexer quelqu'un parce qu'il a une opinion différente. La divergence d'opinion dans le respect et la tolérance fait justement la beauté de notre nation. On peut dire finalement que Assimi a définitivement tranché la question sur la cybercriminalité. Oui, parce que dans le contexte même, il a dit avant qu'on ne vote la loi sur la cybercriminalité, il a appelé les législatives traditionnelles, je crois, par l'intermédiaire du président du Haut Conseil islamique. Il a été très clair, il leur a expliqué le contenu de la loi et il a demandé en fait de faire beaucoup attention par rapport à ce qu'on dit seulement dans les prêches. Donc, on n'est pas sorti dans ce cadre-là. Je crois qu'il a dû sensibiliser en réalité, sans qu'on le sache, beaucoup de personnes qui sont un peu à la frontière de la limite, en fait. Donc, je crois qu'il a fait son exercice, mais après, la loi a été votée, la loi c'est qu'elle est, donc on ne peut rien contre. Sauf que la loi même, elle est antérieure à la transition. Oui, elle est antérieure à la transition. Le fait, c'est qu'en réalité, beaucoup profitent de cette occasion pour pour balancer sur les réseaux sociaux souvent les anciennes vidéos pour pouvoir incriminer d'autres personnes. Et je crois que la justice doit aussi faire ce truc-là, ce distinguo-là, en fait, entre ce qui est la loi, comme on le dit, elle n'est jamais rétrospective. Oui. Et donc, il faut que ça s'applique effectivement à partir du moment où il a été voté. Mais dans ce discours aussi, il a dit, Alamir l'a dit, le train de vie du gouvernement. Mais il s'est beaucoup apaisanti sur la réduction que les ministres ne perçoivent pas pendant 2 ans l'entièreté de leur salaire et que les missions sont réduites souvent à 2 ou 3 sur ces 10 missions. Mais par contre, le budget du CNT, de la primature et de la présidente de la République ont beaucoup augmenté. Tout s'augmente. Et là, je crois que c'est un peu le paradoxe. Il faut pas. Est-ce qu'en réalité, je me pose la question, le fait que les ministres ne perçoivent pas l'entièreté de leur salaire, les missions se réduisent, est-ce que cela n'explique pas un peu peut-être la corruption qu'il y a au sein de ces départements-là aujourd'hui? Parce que si quelqu'un est là, tu le prives de son salaire, tu le prives de ses avantages, c'est sûr qu'il va se rabattre sur autre chose. Donc il faut qu'il réfléchisse par 2 fois par rapport à ça. Et que s'il s'appuie sur les salaires des ministres, sur la réduction des missions, et je crois que par contre, la présidence par exemple de la République est passée de 14 millions et de 15 millions à 17 millions. Et le CNT est passé de 11 millions à 15 milliards, de 11 milliards à 15 milliards, et la primature de 12 milliards à 13 et quelques, même presque 14 milliards. Moi, je crois que c'est un peu le paradoxe. Je crois que c'est là où il doit faire beaucoup attention. Et par rapport à EDM, il a dit qu'ils ont hérité de ça. Un manque d'investissement, il l'a expliqué. Mais il faut qu'il sache qu'en 2002, ATT l'a dit, quand il venait, c'était 102 MW. Et en 2012, quand il partait, c'était 413 MW. Ça veut dire que sous ATT, il y a eu beaucoup d'investissements par rapport à l'EDM. Et aujourd'hui, le dossier de l'EDM est entre les mains de la justice, selon le vœu. C'est la population qui l'a demandé. Beaucoup l'ont dit, il faut vraiment nettoyer au niveau EDM. C'est au niveau de la justice. Le pôle économique a transmis le dossier, je crois, au niveau de la Cour suprême. Aujourd'hui, jusqu'à présent, le mandat de dépôt n'a été fait. On est habitué à quoi 2-3 jours, les gens sont mis sous mandat. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de non-dits dans ce dossier-là encore et que la Cour suprême a demandé des compléments d'information. C'est dans ce cadre que le ministre des Finances a été écouté. C'est dans ce cadre peut-être que l'actuel ministre même va même être écouté parce qu'elle était expert comptable auditrice de l'EDM. Ça veut dire que beaucoup de contrats ont été ficelés lorsqu'elle était là-bas. Donc aussi, elle doit demander des explications. Finalement, je me demande si l'affaire EDM ne sera pas l'arrosée arrosée. D'accord. Monsieur Tembeli, est-ce qu'il y a eu des fausses notes dans ce discours? Bon, vous savez... Vous semblez adouber tout le contenu de ce discours. Bon, en tout cas, moi, je dirais que, comme je l'ai dit, en fait, il y a un message fort derrière ces discours-là. Ce n'est pas forcément la manière ou la méthodologie, mais je crois que c'est le résultat. Parce que ce discours consistait d'abord à informer le peuple, comme je l'ai dit, parce que les gens ont réclamé ça pendant longtemps. Il
faut pas qu'on navigue à vue, quoi. Il faut qu'à un moment donné, les gens soient au courant de ce qui se passe au pays. Maintenant, mon aîné l'a dit également, le président de la transition, c'est pas un homme politique. Il peut se prêter à des exercices, mais en réalité, c'est des choses qui viennent avec l'expérience. Mais je crois qu'il a essayé tant bien que mal, comme il l'a dit, le public cible, c'était quoi? C'était la grande majorité des Maliens qui parlent Bambara ou comprennent Bambara. Il a essayé tant bien que mal d'expliquer ce qu'il avait sur son cœur, parce que c'est ce qu'il faut retenir de ce discours-là. Moi, c'est surtout cet aspect-là qui m'a beaucoup plu. Parce qu'il a parlé avec Est-ce qu'il y a des choses qu'un président ne devrait pas dire et qu'il a dites? Bon, sachez déjà, comme il l'a dit, c'est un militaire. Hein, et puis, les Maliens réclament la vérité. Les Maliens veulent savoir ce qui se passe. Et puis, on est dans un contexte qui nécessite forcément de dire certaines choses. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Beaucoup de Maliens ne savent pas pourquoi nous sommes dans cette situation. Ça, normalement, c'est le rôle, n'est-ce pas, des partis politiques. On doit informer justement les Maliens. On doit dire. C'est pourquoi je dis qu'à chaque fois qu'on fait une discussion, il faut avoir des arguments historiques. Savoir déjà pourquoi le Mali est dans cette situation. Quelles sont les pressions que nous avions sur nos épaules. Il faut expliquer aux Maliens. Il faut que le Malien puisse comprendre réellement les enjeux, n'est-ce pas, géopolitiques et géostratégiques de ce qui nous arrive aujourd'hui. Et si on ne peut pas comprendre ça, ça va être très difficile. Et ce discours, justement, a pu survoler, je ne vais pas dire dans sa totalité. Bon, déjà, retenez qu'une œuvre humaine n'est jamais parfaite. Hein. On peut, de toutes les façons, même... Sinon, on était en train de numérer les imperfections contenues dans ce discours. Si. Bon, je crois que ça a déjà été touché par les uns et les autres, mais moi, de par ma vision, je dirais que, en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai analysé la chose sous plusieurs angles et l'essentiel a été dit. Et c'est le résultat qui compte, comme je l'ai expliqué dès le départ. Il faut dire ce qu'il faut dire. Et s'il y a des choses que les gens pensent qu'ils ne devaient pas dire, moi je dirais que ça aussi, ça peut se dire sur d'autres plateformes. D'accord. Voilà. Dico, il y a eu des impairs dans ce discours? Bon, pour nous, avec notre vision, ce ne sont pas réellement des impairs, mais on va dire que ce sont des manques de détails. Nous aurions aimé que, par exemple, par rapport au dossier du code minier, il s'apesantisse un peu plus. Il nous a parlé de l'or. Nous aurions aimé que ça aille un peu plus loin. Je vais vous donner un exemple très simple. En 2019, le Mali déclarait avoir exporté pour toute l'année de 2019 500 kg d'or à destination de Dubaï. La même année, Dubaï confirmait et attestait avoir reçu toute l'année de 2019 80 tonnes d'or en provenance de Bamako. La différence est de 79 tonnes 500 kilos, ce qui équivaut à peu près à la moitié du budget de l'année 2019. Ça veut dire que nous avions 79,500 tonnes exportées en contrebande à destination de Dubaï, sur lesquelles l'État malien n'a touché aucun dividende, aucun impôt. Et là, on ne parle que de Dubaï. On ne parle pas du reste du monde. L'État malien déclare que de notre sous-sol est extrait, je crois en moyenne, 63 à 67 tonnes d'or pour l'année 2019. Et rien que Dubaï confirme avoir reçu 80 tonnes. Déjà beaucoup plus que la production nationale déclarée par l'État malien. C'est scandaleux. L'or est l'avenir du Mali. Les mines et tout notre sous-sol est l'avenir du Mali. Nous aurions aimé qu'ils s'apesantissent beaucoup plus dessus. Et nous aurions aimé que le code minier soit un peu mieux explicité et qu'on nous dise que certaines mesures allaient être prises. Ça n'a pas été fait. Ce n'est pas un impair, mais on aurait aimé ce détail-là. Un autre détail également que nous aurions aimé, c'est par rapport à la MINUSMA. Le président de la transition, le colonel Assimi, nous a confirmé les informations que nous avions à notre niveau, que la MINUSMA était de mauvaise foi et avait trahi le Mali. On a eu déjà à le dire sur votre plateau, même ici à Renouveau. Il nous a dit que, par exemple, à Tessalit, l'État malien a intercepté des communications de la MINUSMA disant de ne pas tirer sur les groupes armés qui nous attaquaient parce que ces groupes armés étaient des gens de la MINUSMA. Il s'est avéré que c'était des ennemis. Première trahison, preuve de trahison que notre président nous a apportée dans cette allocution. Seconde preuve de trahison, il nous a confirmé qu'à Aguelok, nos drones
ont filmé les éléments de la MINUSMA en train de donner du matériel aux ennemis du Mali. Nous aurions aimé qu'ils nous disent où en est notre plainte au niveau des Nations Unies et ce que l'État malien fait au niveau de la justice internationale pour dénoncer les actions traîtres de la MINUSMA et pour dénoncer les actions traîtres de notre ancien colon, qui est la France. Donc, ce ne sont pas des impairs, mais ce sont, on va dire, des choses sur lesquelles nous aurions aimé qu'ils s'apesantissent un peu plus. Par rapport également à ce qui est l'appropriation des Maliens, quand vous parliez du portrait robot du futur président, il a, on va dire, il a un peu survolé, mais il a surtout aussi dit aux Maliens, s'il vous plaît, appropriez-vous de ce qui va être votre prochain président. C'est à vous de choisir. Ce n'est pas une autre puissance. Décidez de choisir quelqu'un qui sera là pour votre intérêt, pas pour l'intérêt de quelqu'un d'autre. Et nous aurions aimé que là, à ce moment-là, il aborde le thème des futures élections, qui est passé sous silence totalement. Je suis d'accord que le tout sécuritaire doit primer par rapport à la mise en place et la sauvegarde d'un État qui était en faillite comme le Mali et que nous essayons de survivre. Mais à un moment donné, il faudra bien parler des élections et ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas que le problème n'existe pas. Nous devrons quitter la transition à un moment et arriver dans un pouvoir stable. Donc, ce n'est pas un impair. Nous aurions aimé juste qu'il souligne ce que la transition avait en tête par rapport à un nouveau chronogramme des élections. Vous avez été dessus quelquefois? Non, pas du tout. Au contraire, je crois que je retiens surtout aussi qu'il a montré toute la difficulté dans l'exercice du pouvoir. Et ça, parce que tout simplement, lors de l'exercice national, il a dit, il a reçu des coups de fil par-ci, par-là, on leur donnait des noms. Ça montre en fait toutes les difficultés dans l'exercice du pouvoir. Et quand Barkhane est parti, la ministre est venue le voir, Barkhane est là pour assurer notre sécurité. Si Barkhane part, nous aussi nous partons. Il a demandé à la ministre, vous pouvez partir. Mais ils ont compris, ils ont resté. Mais in fine, ils sont partis. Ça veut dire qu'il y a toute une difficulté dans l'exercice du pouvoir. Souvent, le jugement que nous, on a, eux ne l'ont pas. Il faut que souvent, il y ait un décalage entre les informations qu'ils ont et ce que la population a. Donc, il a profité de cette occasion pour montrer toute la difficulté dans l'exercice du pouvoir. Il faut qu'on le comprenne aussi. Et à mon avis, peut-être que la seule fausse note, peut-être, il n'aurait pas dû dire le président français est passé par un autre pour m'appeler. Moi, je crois que des trucs comme ça ne sont pas les lieux appropriés pour le dire. Et comme l'a dit Rémi, effectivement, c'était un militaire, il a voulu se transformer en politique. Et je crois que là, ça n'a pas trop marché. C'était trop cru, à mon avis. De telles déclarations, on ne les fait pas, à mon avis. Peut-être cette partie du discours, quand même, c'était antérieur à sa nomination comme président de la transition. Oui, à sa nomination, mais tout le monde savait que c'était lui qui était le chef et c'est lui qui allait devenir le chef. Et c'est pour cela, à un moment donné, quand la CEDEAO l'a appelé, c'est parti, la CEDEAO aussi a voulu imposer un autre nom. Il a dit non, de toutes les façons, c'est moi qui serai là. Voilà. Donc ça veut dire il faut que la population comprenne toute la difficulté dans l'exercice du pouvoir, toute la pression que nous autres suivent. Ça n'a pas commencé par lui, c'est depuis Moro qui était jusqu'à aujourd'hui. Je crois que l'exercice du pouvoir en Afrique c'est trop difficile. Il faut qu'on le comprenne aussi. D'accord. Un dernier mot là-dessus. Alors moi déjà par rapport à la question électorale, moi je profite de ce plateau pour lancer un appel aux autorités, n'est-ce pas? Je crois que nous avons même fait une déclaration dans ce sens. Malheureusement, ça a été mal accueilli par certains qui ont essayé de donner une autre connotation à la chose. Mais il faut que les gens comprennent que si l'on veut réellement aider quelqu'un, si on aime son pays, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités, il faut assumer ses responsabilités et dire la vérité aux gens. Nous avons parlé de concertation. Nous avons demandé aux autorités, n'est-ce pas, de faire des concertations avec les partis politiques et la société civile, en tout cas toutes les composantes de la société malienne, pour essayer éventuellement de déterminer la date des futures échéances. Cela ne veut pas dire qu'on va organiser les élections demain. C'est pourquoi je dis que ça a été mal compris. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne veulent même pas entendre parler des élections, mais
quoi qu'il en soit, la finalité, c'est les élections. Nous ne demandons pas aux autorités de déterminer tout de suite une date, mais cela peut éventuellement permettre à certains de calmer le jeu. Et je crois que certains hommes politiques ont déjà commencé cette gymnastique, notamment Moussa Mara, qui est en train de faire justement. Mais il ne faut pas qu'il vole quand même la vedette, parce que voilà, d'autres l'ont précédé. Il faut aller vers ces autorités-là, leur dire que, parce que moi j'ai toujours dit qu'il faut les aider. Il faut les aider à sortir de cette situation. Parce que les autorités à elles seules ne peuvent pas permettre au Mali, n'est-ce pas, de quitter cette situation de crise. Il faut un accompagnement de toutes les composantes. Parce que tous les Maliens ont leur rôle à jouer dans cette histoire-là. Et quand on aime réellement le Mali, il faut être du côté du Mali, ne pas défendre justement des personnes intuitives, comme on le dit en droit, intuitives personnées. Il faut aider le Mali, il faut avoir l'amour de la patrie et voilà, donc savoir dire la vérité quand il le faut. Il faut faire des concertations, demander aux gens, voilà la situation actuelle du pays, qu'est-ce que vous proposez? En ce moment, la discussion, elle sera ouverte et des propositions vont venir. Je crois que ça aussi, ça peut permettre de calmer le jeu. Voilà, c'est ce que je voulais... Dico. Oui, avant tout, peut-être que je me répète, mais nous devons saluer le courage du colonel Assimi Goïta qui s'est prêté à l'exercice de président, c'est-à-dire du militaire qui s'est prêté à l'exercice de politicien sans être homme politique. Bien sûr, ça ne peut pas être parfait, même de la part d'hommes politiques. Sinon, ce n'est pas une parfait. Première, même l'an passé. Ce n'est pas une première, mais là, cette fois-ci, les thèmes abordés, avec la vivacité dont il a fait preuve, c'était assez étonnant. C'est-à-dire, on sent qu'il a pris de la bouteille, comme on dirait en langage trivial, et qu'il a de l'expérience déjà qui commence à entrer. Il a prouvé son implication dans les dossiers du Mali. Il a prouvé son implication dans la tenue de la nation. Maintenant, tout ce que nous aurions à dire, c'est qu'il faut retenir avant tout dans ce discours-là que Assimi est soucieux, le président est soucieux de ce qui se passe et qu'il prend les dossiers à bras-le-corps. Il faut également retenir que le président de la transition demande aux Maliens de faire leur choix souverain au moment des élections où il faudra choisir un président et de le choisir le mieux possible. Certains pensent que c'est une manière de se proposer lui-même. Nous, à notre niveau, on ne le voit pas de cette manière-là. C'est inviter les Maliens à analyser la chose du mieux possible. Et nous attendons également du président et de toutes ses équipes de faire une allocution et de faire également... Là, les vœux étaient adressés aux autorités traditionnelles, aux légitimités et aux religieux. Nous attendons la traditionnelle adresse aux partis politiques. D'accord. Allez-y. Oui, juste pour clôturer, Moussa Mara ne s'approprie pas il ne vole pas la vedette. Il ne vole pas la vedette. Je reviens, il ne vole pas la vedette. C'est une manière de dire il a démarché beaucoup de personnes avant de faire la conférence de presse sur l'appel pour la transition. Mais beaucoup se sont montrés réticents. Mais dès qu'ils ont vu qu'il a été réussi par les autorités, beaucoup ont pris le train maintenant en marche. Vous voyez un peu l'esprit du Malien. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, il veut, autour de lui, il veut avoir tout le maximum de Maliens, le maximum d'autorité, de légitimité pour vraiment faire avancer ce dossier-là. Non, en fait, allez-y. Voilà, je comprends, c'est juste une façon de parler, sinon je sais que l'initiative, elle est salutaire. Moi, c'est ce que nous avons toujours demandé, parce qu'il faut que les Maliens se donnent la main, surtout la classe politique. Si à un moment donné, des hommes politiques ont compris qu'il faut justement faire cette gymnastique, je crois que c'est une très bonne chose pour le Mali. Parce qu'en s'unissant, on peut faire beaucoup de choses et on peut réussir le pari. D'accord. C'est donc tout pour ce numéro de votre émission Regard Croisé, qui recevait comme invité M. Abdallah Yattara du parti Yelema, Moussa Tembeli, secrétaire général du parti CDP Malikoura, et Mohamed Alamine Diko, secrétaire politique du RDS. Merci à vous de nous avoir suivis à un autre numéro de cette même émission. Au revoir. Merci.